Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du JT des JT. Tout de suite, les titres. Les députés de la 10e législature étaient en immersion à Agoué du 12 au 14 mai 2026. Objectif, mieux comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale et s'approprier les nouvelles réformes institutionnelles. Quelques impressions dans ce journal. À Abomey, les conseils de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication évaluent la couverture médiatique des élections générales de 2026 afin d'améliorer les dispositifs de communication pour les prochaines échéances électorales. Et puis en sport, pour refermer ce sommet avec les résultats enregistrés à l'issue des rencontres de la 29e journée du championnat. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre du 12 au 14 mai 2026, à Agoué, les 109 députés de la 10e législature ont pris part à un atelier d'immersion consacré au fonctionnement de l'institution parlementaire et aux nouvelles réformes introduites dans l'architecture institutionnelle du Bénin. Organisée sous l'égide de l'Assemblée nationale, cette rencontre vise à permettre aux élus de mieux maîtriser les mécanismes administratifs, financiers et procéduraux du Parlement afin de renforcer l'efficacité du travail législatif et le contrôle de l'action gouvernementale entre appropriation des nouveaux enjeux liés à l'introduction du Sénat et attentes des citoyens en matière de gouvernance. Les impressions recueillies traduisent l'importance accordée à cette initiative. Lors de cette formation, nous avons compris que l'essentiel était non seulement la formation, mais également le brassage qu'il y a eu entre les anciens et les nouveaux.
parce que le partage d'expérience également a joué. Et cela a permis aux nouveaux députés quand même de se mettre un peu dans le bain de tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et cela n'est qu'un début, cela doit se faire encore davantage. Et également, entre nous, nous devons échanger et c'est ça qui fera que tous les députés quand même aient la même information, la même expérience autour de cette 10e législature. Nous avons su dans quelles conditions le vote des lois se fait, la façon dont il faut porter des propositions de loi. Je peux vous donner un exemple par exemple. Et lorsque un individu, X ou Y, souhaite à ce qu'un projet de loi soit envoyé à l'Assemblée nationale, il ne peut pas le faire lui. Il est obligé de passer par un député, soit de passer par le groupe parlementaire. Ceci, je n'avais pas connaissance de cela. Il faut dire que cette formation m'a permis de le savoir et aussi de porter la voix de ceux-là qui souhaitent envoyer des projets de loi à l'Assemblée nationale, des projets quand même pour le bien de notre peuple, et de savoir désormais que je peux être porteur de ces projets, et non seulement des projets propres à moi, mais également porteur de ces projets par ces individus qui ne sont pas députés à l'Assemblée nationale. Mes attentes étaient claires, venir apprendre et pour mieux servir et être bien outillé pour la réussite de mon mandat en tant que député nouvellement élu. La remarque que j'ai eu à faire particulièrement, c'est l'engagement de tous les députés, nouveaux comme anciens, et la présence effective du président de l'Assemblée à nos côtés pendant les 3 jours et la qualité des communications qui nous ont été offertes. J'en suis très ravie et très engagée pour la suite. Les anciens. Et à travers cette formation, nous avons la chance de bénéficier d'une connaissance approfondie de toute l'Assemblée dans ses compartiments et dans divers domaines. Donc cette formation, elle n'est pas une de trop. Elle est nécessaire, elle est indispensable. Parce que si vous participez à cette immersion, vous verrez que du côté politique, il y a les organes, les différents organes qui dirigent le Parlement. Et du côté administratif également. Et il faut être de la partie pour comprendre tout ça. Vous voyez, au niveau donc du président qui est au perchoir, il est assisté des membres du bureau. Donc c'est une institution à part. En dehors de ça, il y a les commissions techniques, les commissions permanentes, et il y a les présidents des groupes parlementaires qui constituent des groupes politiques. Voilà ce qui concerne le Parlement. Mais on ne peut pas travailler au Parlement sans une administration. D'où le secrétariat général administratif, avec ses démembrements. Et cette formation permet aux députés de comprendre tout ça pour qu'à la suite, à la reprise maintenant, pour que chacun sache son rôle et jouer pleinement son rôle dans les différents compartiments et dans divers domaines. Toujours sur le terrain institutionnel à Abomey, les conseils de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sont réunis en séminaire pour évaluer la couverture médiatique des élections générales de 2026. Cette rencontre vise à analyser les actions de communication menées durant le processus électoral afin de tirer des enseignements et d'améliorer les dispositifs médiatiques lors des prochaines échéances électorales. À ce séminaire d'évaluation, des responsables de la HAC, de la Sénat et des associations fêtières de la presse
Ces acteurs impliqués dans le processus électoral examinent le dispositif mis en place par la HAC pour l'encadrement de la couverture médiatique des élections générales de 2026. Le séminaire qui nous réunit aujourd'hui constitue à cet effet un cadre privilégié pour porter un regard critique sur les dispositifs mis en œuvre, apprécier leur efficacité, identifier les insuffisances et capitaliser les bonnes pratiques. Nous allons passer en revue le contexte électoral de cette année 2026, ses enjeux et le cadre légal et réglementaire des médias en cette période électorale. Examiner le dispositif de suivi des médias mis en place par la Sénat. Analyser la participation des partis politiques aux élections couplées communales et législatives du 11 janvier 2026, ainsi que celle des duos de candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Conformément aux dispositions de la loi organique de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, plusieurs activités sont conduites dans le cadre du processus électoral. Au cours des travaux, les différentes étapes ayant marqué la préparation, l'organisation et la couverture médiatique des élections générales de 2026 sont passées en revue. La HAC a, conformément à sa mission constitutionnelle, mis en œuvre plusieurs mécanismes de régulation, de suivi et d'encadrement des médias publics et privés afin de favoriser une couverture médiatique responsable du processus électoral. Au-delà de l'adoption des textes et directives encadrant les périodes de pré-campagne et de campagne, la HAC a mené des actions soutenues de renforcement des capacités des acteurs des médias en vue de les préparer aux exigences spécifiques du contexte électoral. Par ailleurs, un dispositif opérationnel de suivi et de supervision des contenus médiatiques a été déployé. Les cadres et analystes de la HAC ont ainsi assuré de manière continue le monitoring des programmes diffusés par les organes de presse, tant audiovisuels que numériques. Il convient de noter avec satisfaction que cette qualité d'organisation a été saluée par plusieurs missions d'observation électorale, tant nationales qu'internationales, confirmant ainsi la place du Bénin comme référence démocratique dans la sous-région. Au terme des 72 heures que durent les travaux, les échanges doivent permettre de formuler des recommandations pertinentes pour améliorer la gestion des prochaines campagnes médiatiques électorales. Coopération internationale à présent, la journée de l'Europe 2026 a été célébrée ce vendredi 8 mai à la résidence de l'Union européenne à Cotonou. Placée sous le thème « Défendre l'Europe, c'est défendre la paix, la stabilité et nos valeurs », cette commémoration a réuni autorités européennes et béninoises autour des questions de sécurité, de développement et de coopération bilatérale. À travers cette rencontre, marquant le 76e anniversaire de déclaration Schuman, l'Union européenne et le Bénin ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur partenariat face aux défis actuels. Autour de l'ambassadeur de l'Union européenne près le Bénin, plusieurs personnalités, dont les représentants des 5 États membres de l'Union européenne accrédités au Bénin, ont pris part à cette célébration de la Journée de l'Europe. Placée sous le thème « Défendre l'Europe, c'est défendre la paix, la stabilité et nos valeurs », cette édition intervient dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine et les tensions sur les démocraties dans plusieurs régions du monde. Ensemble, nous sommes l'équipe Europe au Bénin. Ensemble, nous travaillons chaque jour pour un partenariat fort et ambitieux entre l'Europe et le Bénin pour défendre et promouvoir la paix, le règlement pacifique des différends, le multilatéralisme, la démocratie, les valeurs universelles de la Charte des Nations Unies, les droits humains, mais également l'éducation, la culture et l'emploi des jeunes. Ce sont les valeurs au cœur de l'Union européenne. Au Bénin, une nouvelle séquence politique est sur le point de commencer. L'Union européenne est et restera un partenaire fiable, efficace et dans la durée du Bénin. Un partenariat basé sur la coopération, le développement et le dialogue diplomatique. L'Union européenne
demeure un partenaire fiable, solidaire et engagé aux côtés du Bénin. Au-delà de son statut de premier partenaire financier et commercial du Bénin, c'est surtout l'esprit qui anime cette coopération qui mérite d'être souligné. Un esprit de co-construction, de transparence et de recherche d'impact concret, mesurable et durable au bénéfice direct de nos populations. Cette réception officielle marque les 76 ans de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, considérée comme l'acte fondateur de la construction européenne moderne. Elle a pris fin par diverses distinctions. Dans le département du Plateau, à présent longtemps considéré comme une zone périphérique, le département du Plateau connaît aujourd'hui une nouvelle dynamique grâce à plusieurs projets réalisés au cours des 10 dernières années de gouvernance, infrastructures routières, équipements sportifs, cantines scolaires et actions sociales contribuent progressivement à améliorer les conditions de vie des populations et moderniser la région. À Kobe, une transformation visible est opérée. Il y a plusieurs jeunes de la commune qui ont bénéficié du programme Prodige et précisément de la composante Azoli, qui est le chemin de l'emploi et qui a donné à plusieurs jeunes de l'emploi, je dirais, décent, rémunéré. Il y a la dotation de l'hôpital de zone de Pobé en ambulance. On en a au moins 3 en 10 ans. Sur 86 écoles primaires dans la commune de Pobé, nous avons 64 qui sont impactés par le programme de cantine scolaire. Les réalisations concrètes et palpables redonnent confiance aux populations. À Pobé, on avait un seul terrain de foot. Aujourd'hui, on en a 2. Le premier terrain a été réaménagé avec des gazons synthétiques qui ont été placés, mais avec 2 équipes de foot à Pobé. Nous avions la chance à Pobé d'accueillir la station de production d'énergie photovoltaïque. Je crois que pour l'instant, c'est la plus grande du Bénin et peut-être même de l'Afrique de l'Ouest. On est déjà à 75 MW de production journalière. À 7 km à l'ouest de Pobé se dresse la commune d'Adjawéré, terre du palmier à huile et d'autres cultures. Les entretiens périodiques des pistes rurales dans la commune d'Adjawéré, dans tous les 6 arrondissements. Aussi l'électrification de 4 villages, dont Ouédamé, Ologor, Igboroko et Abadago. Beaucoup de lits métalliques ont été réalisés. Ouais. Entre-temps, vous allez au niveau des centres de santé, les gens se couchent par terre, il n'y avait même pas de suivi. Et aussi, nous avons reçu beaucoup d'affectations au niveau des médecins. À Kétou, la cité de la Porte Magique, une infrastructure routière fait la fierté des habitants qui décernent une fière chandelle au gouvernement. Longue de 90 km, la voie relie en quelques minutes Kétou à la ville de Savé, dans le département des Collines. Les populations de Kétou sont contentes parce qu'on a quand même vu la réalisation de cette route qui est merveilleuse. C'est Talon même qui est arrivé maintenant, il nous a conçu le stade. On est content de lui. Kétou, c'est aussi la maison du Guélédé qui prend progressivement corps. Les réalisations du gouvernement béninois de 2016 à ce jour ne sont pas que physiques, soulignent les habitants du plateau. Derrière chaque route construite, chaque cantine ouverte, chaque stade inauguré, il y a des vies transformées, des destins réorientés. Ainsi donc, le plateau n'est plus seulement une carte administrative. Il est devenu un espace de progrès, un laboratoire de solidarité. Même constat dans le Koufo, au sud-ouest du Bénin, les 10 années de gouvernance du président Patrice Talon ont été marquées par plusieurs changements et réalisations, infrastructures, conditions de vie et développement local. Les populations reviennent sur les avancées observées ainsi que les défis qui persistent dans cette région du pays. Des infrastructures routières majeures qui donnent fière allure à tout un département. Véritable trait d'union entre des communes restées longtemps enclavées. Le Koufo affiche un nouveau visage et s'impose par la qualité de ses ouvrages routiers. Vraiment, j'ai un peu que loué l'effort du président Patrice Talon. Il a vraiment
œuvrer pour nous qui sommes les chauffeurs. En temps, c'était un véritable calvaire. On ne repart plus le véhicule comme ça maintenant. En temps, si tu voyais, tu reviens là, avec le mauvais état des voies là. Et si tu fais un voyage, tu vas au garage. Quand tu mènes une activité et qu'il n'existe pas de voie d'écoulement de tes produits, tu vas tourner à perte. Moi, je ne parle pas des grandes voies. Même les pistes rurales ont été améliorées. Ces communes composent le département du Koufo, en pays Adja, au sud du Bénin. Diakotome, Dogbo, Koulikame, Lalo, Toviklin et Aplahoué, le chef-lieu. C'est beau. Si vous allez à Aplahoué, vous allez comprendre que quelque chose se passe. Parce que c'est bien implanté au bord de la voie. C'est comme ça dans la plupart des départements. Est-ce que vous savez que les arrondissements aussi sont dotés de secrétaires administratifs d'arrondissement? Pour le cas que je connais, la commune de Lalo dispose de 11 arrondissements. Avant la réforme, aucun arrondissement n'avait de secrétaire administratif d'arrondissement. Et tous ces arrondissements commencent par produire de la richesse pour la commune. Les commerçantes jubilent car elles disposent désormais de cadres plus appropriés à leurs activités. Le marché régional moderne d'Azové, carrefour commercial du département. Nous n'avions rien déboursé et sommes bénéficiaires de ce joyau. Que Dieu le bénisse toute sa vie. Aplahoué, Diakotome et Dogbo disposent à l'instar de plusieurs autres communes du Bénin de stades omnisports, offrant de véritables espaces d'épanouissement à la jeunesse. Je dirais que le chef d'État a vraiment boosté le sport béninois. Sous ces 2 mandats, nous avions connu vraiment qu'on peut jouer sur de beaux stades, qu'on peut organiser des activités. Le programme national d'alimentation scolaire intégrée prend en charge les apprenants dans de nombreuses écoles du département, leur garantissant au moins un repas chaud par jour. Tous les jours à midi, je mange à la cantine scolaire. Je reste à l'école pour réviser mes leçons. Il y a la rigueur dans la gestion des affaires publiques. Ça là, qu'on ait le courage de le dire. Qui ne fait pas bien est sanctionné. Et qui fait bien est encouragé. On a revu le plateau technique de nos hôpitaux de zone. Et on a tout fait pour que nos parents n'aillent plus dans les mouroirs, c'est-à-dire vers les piqueurs sauvages. On fouille partout, dans les villages, on creuse partout pour mettre en terre de grands tuyaux pour apporter de l'eau dans les ménages. C'est le Bénin, ça. L'électricité est touchée aussi. 10 ans de sérieuses et profondes réformes qui ont impacté tous les secteurs d'activité. Le Koufo, tout comme les autres départements du Bénin, arpente aujourd'hui majestueusement la voie du progrès et du développement. Dans ce même département du Koufo, à Aplahoué, dans le département du Koufo, le gouvernement béninois a procédé au lancement de la phase départementale de la campagne Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. À travers cette initiative portée par les ministères des Affaires sociales et du Travail, les autorités entendent renforcer la lutte contre l'exploitation économique des enfants et sensibiliser les populations sur la protection des droits de l'enfant dans cette région, fortement touchée par le phénomène. Ils devraient apprendre, jouer et grandir en toute sécurité. Pourtant, de nombreux enfants restent encore confrontés au travail précoce et à différentes formes d'exploitation. Dans le département du littoral, ce sont, hélas, nos marchés, nos rues, nos carrefours et nos gares qui constituent les réceptacles de ces âmes innocentes qui ne demandent qu'à vivre dignement dans le cocon familial. Et cela se manifeste à travers la mendicité, même la prostitution juvénile. Mais dans d'autres départements, tels que le Koufo, les enfants sont présents dans les mines et carrières. Ils concassent le gravier. Dans le nord, c'est la présence des enfants talibés. Il s'agira, dans la réalité, de mener des activités de terrain qui consisteront à effectuer des visites
d'inspection, en collaboration avec les collègues du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, les OPJ, les juges, etc. Au Bénin, le Code de l'enfant interdit formellement le travail des enfants et prévoit des sanctions contre les auteurs de ces pratiques. Nos unités mènent des contrôles, des opérations ciblées et des enquêtes afin d'identifier les auteurs, démanteler les réseaux d'exploitation et mettre les contrevenants à la disposition de la justice. La protection de l'enfant n'est pas négociable. Le travail des enfants expose des mineurs déjà vulnérables à de nombreux risques et compromet leur avenir. Il importe de souligner que derrière chaque enfant au travail se cache une histoire de privation, de vulnérabilité et souvent de souffrance silencieuse qui doit interpeller notre conscience collective. Certes, le travail des enfants est encore une réalité, mais le gouvernement et tous les autres acteurs n'ont pas baissé les bras. Préserver l'enfance, c'est aussi protéger l'avenir d'une société tout entière. Un combat qui appelle à la vigilance et à l'engagement de tous. À Cotonou, le gouvernement béninois prévoit la réhabilitation de l'avenue de la francophonie sur le tronçon reliant le carrefour Adjara au carrefour Fidrosset-Plage. Longue de 2,35 km cette fois en état de dégradation avancée, connaît d'importantes difficultés de circulation au quotidien à travers ce projet. Les autorités entendent améliorer la fluidité du trafic, renforcer la sécurité routière et moderniser les infrastructures urbaines dans cette zone stratégique de la capitale économique. La zone Fidrosset-Togben connaît une métamorphose, fruit des travaux de la première et surtout de la deuxième phase du projet asphaltage, doublé de l'aménagement de la route des pêches. Un tronçon de l'avenue de la francophonie, surtout la partie de Fidrosset, fait un continuum parfait avec la route des pêches dotée d'une jonction communément appelée fin pavé. Au regard des travaux en cours dans la zone, une partie du tronçon de la même avenue semble être une tache noire sur le bel habit de cette transformation infrastructurelle dans la zone. Il s'agit du tronçon Carrefour Adjara, Fidrosset-Plage, d'un linéaire de 2,35 km. Ce tronçon est dans un état de dégradation avancée, caractérisé par des déformations et des défauts de surface compromettant la qualité de la circulation et la sécurité des usagers. Le gouvernement a décidé de lancer des travaux de réhabilitation de cet axe. Il s'agit notamment de procéder au remplacement du revêtement en pavé par un béton bitumineux, tout en conservant le profil en travers existant, de reconfigurer et d'aménager les carrefours Adjara et Fidrosset-Plage afin d'optimiser la fluidité et la sécurité de la circulation. Je crois que ce pavé-là, c'est ici, là, ça fait longtemps même, mais goudron là maintenant, là, c'est bon pour moi, quoi. Comme ils ont décidé de nous mettre au goudron jusqu'à aller là-bas, là, non, moi je suis content. Ça change le pays, ça honore le pays. Quand il y a une belle voie, les passagers n'auront plus de difficultés. L'éclairage public sera aussi disponible, ainsi que des équipements de sécurité. Ça pourrait peut-être améliorer et donner un autre aspect à ce tronçon. De point de vue beauté, de point de vue amélioration des infrastructures, je crois que c'est une très belle chose. Avec les travaux projetés, on assistera à une optimisation qui fera entrer cette zone dans une nouvelle dimension, en cohérence avec les travaux qui impactent déjà les environs. Religion à présent, le premier groupe de pèlerins béninois pour le Hajj 2026 a quitté Cotonou le lundi 11 mai 2026 à destination de la Mecque en Arabie Saoudite. Au total, 342 fidèles musulmans ont embarqué à bord de ce vol inaugural organisé par l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels. Cette opération, soutenue par le gouvernement béninois, vise à garantir de meilleures conditions de voyage et de séjour aux pèlerins. Plusieurs innovations ont été introduites cette année, notamment des bagages aux couleurs du Bénin et l'accompagnement de cuisiniers béninois durant le pèlerinage. À l'aéroport international de Cotonou, le premier vol des pèlerins béninois pour le Hajj 2026 a quitté le Bénin en direction de la Mecque. Dans la journée du lundi 11 mai 2026, les opérations d'enregistrement, l'orientation des pèlerins
ainsi que le dispositif logistique ont été mis en place afin d'assurer un départ dans de bonnes conditions. La directrice de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels, Ghislaine Dossou-Bété-Messan, a souligné les préparatifs engagés depuis plusieurs mois, ainsi que les innovations introduites cette année. Parmi les nouveautés, chaque pèlerin a été doté de 3 valises marquées du sceau du Bénin. Comme l'année dernière, l'État béninois a également mobilisé des cuisiniers béninois afin d'assurer aux fidèles musulmans une alimentation au goût béninois durant leur séjour en terre saoudienne. Procédant au lancement officiel du premier vol, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Franck Amel Afoukou, a salué les réformes engagées par le gouvernement pour améliorer les conditions de voyage des pèlerins. Il a également invité les fidèles musulmans à respecter les consignes en vigueur en Arabie Saoudite et à être de dignes ambassadeurs du Bénin. Au total, 2242 pèlerins béninois effectueront le déplacement vers l'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam. 7 vols sont programmés pour le convoyage des fidèles vers la Mecque, avec un dernier départ prévu le 16 mai 2026. Culture à présent, au Bénin, 15 jeunes ont bénéficié cette semaine d'une formation au métier de l'exposition, notamment en médiation culturelle, scénographie, régie et curation portée par le laboratoire des métiers de l'exposition. Cette initiative vise à renforcer les compétences des participants et à promouvoir les professions liées au secteur culturel et artistique. J'ai été invitée dans le cadre du programme Labo Bénin, dans le programme dédié au métier de l'exposition, c'est-à-dire que c'est un programme qui englobe la curation, la scénographie, la médiation culturelle et puis toutes les activités qu'il peut y avoir autour de l'organisation d'une exposition. Et le but, ça a été de donner non seulement des connaissances techniques aux apprenants, mais également de leur faire comprendre l'importance de l'art et de la culture, également la place de l'artiste, le statut de l'artiste dans la communauté, la question de l'accessibilité aussi à l'art, parce que à partir du moment où on conçoit des expositions, eh bien c'est important de trouver des publics qui vont venir régulièrement par curiosité, s'ils ne sont pas approchés, s'ils n'ont pas l'habitude d'une offre culturelle. Comment faire en sorte qu'ils reviennent et qu'ils soient complètement à l'aise dans un contexte dédié à l'art et à la culture. J'ai gagné beaucoup de choses parce que nous avons la chance d'avoir des formateurs très compétents et compétentes qui nous enseignent beaucoup et nous avons vraiment appris en profondeur sur les métiers liés à l'exposition. Parce que oui, avant, on entendait parler, mais superficiellement en fait. Mais avec ces formateurs, ces formatrices, nous avions appris énormément comment il faut mettre en place une exposition, comment il faut scénographier, comment il faut créer l'espace, comment il faut faire la médiation culturelle de ces expositions une fois mises en place, et également des régies, comment il faut ramener les œuvres pour pouvoir et faire l'installation de ces expositions. Toujours dans le domaine culturel, à l'Institut français de Cotonou, l'exposition Le crocodile et l'épervier plonge les visiteurs dans l'histoire et les origines mythiques de Ganvié à travers les œuvres de 2 photographes. Cette exposition met en avant le patrimoine culturel, les croyances et la relation entre l'homme et son environnement dans la cité Lacus, une initiative artistique qui valorise l'histoire et l'identité de Ganvié. Une description et des explications sur une œuvre qui suscite curiosité et contemplation. Cette voile-là représente les voiles que les autochtones, les gens de Ganvié, utilisent pour pouvoir se déplacer avec nous. Ils attachent en bas de leur pirogue et le vent leur pousse. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on a utilisé pour écrire dessus. Donc ce sont des écritures africaines en fait. On a essayé de diluer la pensée pour amener quelque chose que la plupart quand ils arrivent dans l'exposition, qui voient qu'il y a le sacré, qu'il y a l'eau, l'homme, l'universel et l'animal. C'est ce qui symbolise aussi notre vie. C'est pour ça le l'empereur ici pour accompagner l'exposition. Niaba, Léon et Abadjaye explorent avec cette exposition des mythes fondateurs du village lacustre de Ganvié au Bénin et de la mare de Bazoulé au Burkina. Pour moi, il fallait pas seulement photographier Bazoulé, il fallait questionner, interroger le rapport entre l'homme, le végétal et l'animal. À Ganvié, il y a plusieurs oiseaux, mais l'épervier chez eux, c'était pas l'épervier en fait, c'était un esprit. Sur les photographies, des crocodiles sacrés de Bazoulé au Burkina Faso
capturés par Niaba, mais aussi des éperviers de Ganvié traqués par l'objectif d'Abadjaye. Cette exposition vient en quelque sorte révéler, je vais dire, l'aspect culturel que chaque pays, c'est-à-dire le Burkina et le Bénin par exemple, l'aspect culturel que regorge chacun de ces pays-là. Il y a une œuvre là où, je ne sais pas si c'est un épervier ou si c'est un oiseau, je ne sais pas quand même ce que le crocodile est en train de capturer. Je me suis dit, c'est un moment qui n'arrive qu'une seule fois. Et il a su vraiment capturer ce moment. Vraiment, c'est ma pièce favorite. En plus des éperviers et des crocodiles, il y a encore d'autres animaux qui peuvent aller chercher et nous reviendrons encore ici. Du 13 au 30 mai, l'Institut français veut célébrer avec cette exposition des échanges culturels avec une rencontre entre innovation et tradition. Là, moi, pour cette exposition, en l'occurrence, j'ai été très séduit par les photos de l'artiste burkinabé Niaba. J'ai décidé à ce moment-là d'associer un photographe béninois, Abadjaye. Et donc, c'est tout le rapport de l'homme à la nature, de l'homme à l'animal, et puis la question du sacré également, des récits, de l'identité culturelle. Crocodile et épervier, c'est la promesse d'un dialogue entre les visiteurs et les œuvres. Des productions où se mêlent onirisme et réalisme pour une célébration de l'harmonie homme-nature en mêlant le symbolisme à la réalité. Et nous refermons cette page culturelle avec la musique reggae. Née dans les années 1960 en Jamaïque, la musique reggae est devenue au fil des années bien plus qu'un simple chant musical. Entre rythme entraînant et paroles engagées, elle véhicule des messages de paix, de résistance et d'espoir popularisés à travers le monde par des figures emblématiques comme Bob Marley. Cette musique continue d'influencer la culture musicale internationale et de porter les réalités sociales du peuple jamaïcain. Le reggae, né dans les années 1960 en Jamaïque, est un rythme musical à la fois engagé et spirituel, porté par des messages de paix, de liberté et de justice sociale. Entre admiration et critique, il suscite aussi bien des passions que des désintérêts. J'écoute la musique reggae à la radio, j'entends ça passer, mais ça ne me dit vraiment pas grand-chose. Quand je me réveille, chaque matin, j'écoute la musique reggae, souvent pour faire le programme de la journée, genre ça pèse la journée. La propagation du reggae a été largement portée par Bob Marley, figure emblématique qui a contribué à faire connaître le rythme au-delà des frontières de la Jamaïque. Après son décès, chaque 11 mai est devenu un jour de commémoration de cette musique qu'il a portée comme une seconde peau. La musique reggae, c'est pour célébrer Bob Marley qui, à travers ses tubes, a laissé tellement d'héritage, des morceaux qui ont marqué le cours de l'histoire, des morceaux qui jusque-là reflètent encore la vie que nous vivons chaque jour. Il n'y a pas que Bob Marley, il y a Lucky Dubé, il y a Tiken Jah, il y a Alpha Blondy. Dans un autre registre, le gouvernement béninois, à travers l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé, interdit désormais la commercialisation et l'utilisation de plusieurs produits cosmétiques dépigmentants jugés dangereux pour la santé. Une décision qui suscite diverses réactions au sein de la population estudiantine à l'UNEAM. Les étudiants se prononcent sur cette mesure des autorités sanitaires. Écoutons leur avis au micro de Elisabeth Iladja et Quentin Amosou. C'est une très bonne initiative parce que je vois beaucoup de personnes qui se dépigmentent sans savoir les conséquences. Quand ils se dépigmentent, ils fragilisent leur peau, ils ne savent pas. Ça fera un bien fou à la population de ne plus avoir ce genre de produits sur le marché. Donc plus de produits sur le marché, pas d'utilisation de ce produit et une vie meilleure pour les jeunes femmes du Bénin. Des produits dépigmentants, ce n'est pas bien pour la peau et je pense qu'on doit vraiment,
on doit avertir, c'est-à-dire avertir ceux qui font les trucs, dire que c'est pas bon, les produits dépigmentants, tout ça, dénoncer ça quoi. Dénoncer ça pour le marché, c'est pas bien. C'est une très bonne initiative parce que les produits dépigmentants sont nocifs pour notre peau. L'utilisation de ces produits ne donne pas notre mélanine. C'est un don que nous avons d'être noirs et je pense que nous devons le mettre à profit. Finalement, on ne va plus avoir des personnes avec des couleurs de peau différentes sur un seul corps. Et je pense que sur cette lancée, on va sur un bon développement. Cette démarche est liée à la dépigmentation, donc aux effets nocifs de la dépigmentation aujourd'hui observés au Bénin. À la base, la dépigmentation a commencé, je pense, pour suivre les tendances occidentales. Donc nous avions besoin, les jeunes filles avaient besoin de ressembler plus aux jeunes filles de l'Occident, à vouloir éclaircir leur peau. Mais moi, je leur dirais que la mélanine qu'on nous a donnée, qui nous a été donnée depuis la naissance dans la peau, est un atout, c'est unique pour nous. Parce que de un, ça nous permet de résister au soleil, aux rayons solaires. Donc, je pense qu'en plus, ça a plusieurs conséquences différentes sur la peau. On a, la fragilité de la peau, on devient vulnérable, la baisse de la résistance face au soleil. Il y avait un cas où la dame s'est dépigmentée et après, des années plus tard, elle est tombée enceinte, mais elle devait procéder par césarienne. Donc après l'opération, la plaie avait du mal à se cicatriser à cause de la fragilité de ses cellules. Donc ça a été vraiment très difficile pour elle. Vraiment, des plaies normalement qui devaient se guérir dans 2 mois, 3 mois, ça a pris près d'1 an. Donc la dépigmentation, c'est vraiment une mauvaise chose. Depuis quelques semaines, le prix de l'essence connaît une hausse progressive sur les différents points de vente, une situation qui impacte le quotidien des populations et ravive les inquiétudes liées au coût de la vie. La flambée du prix de l'essence inquiète les consommateurs des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou, se prononçant sur le sujet au micro de Achille Renou. C'est toi qui fais au moins le plein de 2000 ans, quelque chose qui te fait 2 semaines ou bien 1 semaine. Là maintenant, tu es obligé de compléter. Tu vois, parce que c'est le prix qui monte, le carburant ne monte pas. Donc par rapport au carburant, le prix du carburant monte trop. Donc on essaie de diminuer le prix du carburant. Ah, ça là, c'est un problème énorme, ça crée trop de problèmes. Ça fait que beaucoup ont gardé leur véhicule. Le coût s'est vraiment élevé. Et parfois on ne trouve même pas. Par exemple, moi, hier, environ à Zogo, j'ai eu un souci d'essence, mais je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé d'appeler ici, mes enfants ils ont payé d'ici et m'amener. Ça là aussi, ça crée trop de problèmes. Ça sort. Ce que quoi, il a donné un client, il a ouvert ce petit. Bon, quand j'ai mis des amis, et amion, c'est trop. Et 750, 800, mais là, on va à 800, mais là, on va à 1000 francs. C'est pas bon. Donc, c'est tout. Ouvert, client, oh, il a deux points, client, il a deux points à donc, nous, client, nous, il va y avoir un Messi Camini, Mélésia, pour Assona. Bon, mais là, on peut bon, puis les clients, là, puis les minous, les clients, là, 500, 1000 francs, un gros, et il y a un autre client, là, bon, et quoi, les noms d'eau. 500 quoi, amion, nami à coup de mille, nous trouvons mille, nami à coup de la mort. Les 700 hommes, 50 hommes. Nami à 6 coups, pour mon demi. Quand le prix de l'essence monte, les clients pensent que c'est nous les revendeurs qui haussons le prix pour pouvoir toucher des jackpots, pour pouvoir faire bénéficier plus quoi. Mais en général, c'est pas ça parce que nous, les revendeurs aussi, on achète ça quelque part pour pouvoir revendre. Ils viennent au secours, ils nous aident.
qu'ils fassent l'effort de faire quelque chose pour nous pas intervenir par rapport à ça. Parce que sans le carburant, ça sera difficile pour nous. Quel que soit ce qu'on va faire dans le pays, on aura besoin de déplacement. Et c'est ça d'abord la première des choses. Donc que vraiment l'État vienne au secours, il vienne nous aider. Et puis, hors de nos frontières, à présent, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a tenu ce jeudi à Abidjan son premier congrès ordinaire au Palais de la Culture de Treichville, marqué par une décision majeure. Réunie à cette occasion, les congressistes ont renouvelé leur confiance à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, réélu à la présidence du parti qu'il a fondé en 2020 après son retour de la Cour pénale internationale où il avait été acquitté. Âgé de 80 ans, le leader politique poursuivra ainsi sa mission à la tête de la formation dans un contexte où le PPACI ambitionne de restructurer et de redynamiser ses bases en vue des prochains défis politiques. Santé à présent, en République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en collaboration avec les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo et des pays voisins, a déclaré ce dimanche 17 mai 2026 la 17e épidémie d'Ebola comme une urgence de santé publique de portée internationale, USPPI. Cette décision intervient en RDC avec des cas signalés également en Ouganda et à Goma, dans la province du Nord Kivu. Elle s'explique par la propagation du virus au-delà des frontières et le risque sanitaire élevé dans la région nécessitant une coordination internationale renforcée pour contenir l'épidémie. Et puis au Cap-Vert, les élections législatives se tiennent ce dimanche 17 mai 2026. Les électeurs sont appelés à désigner 72 députés qui auront ensuite la responsabilité de choisir le prochain Premier ministre du pays. Le scrutin oppose principalement le mouvement pour la démocratie MPD du Premier ministre sortant Ulysse Correa Silva et le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert PAICV dirigé par Francisco Cavallo, maire de la capitale. Ce face-à-face entre les deux principaux partis rivaux est décisif pour l'orientation politique du pays. Place à présent au sport. À Parakou, AEMA FC et Buff FC se sont quittés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Même résultat entre Adio FC et Aspak FC Damissa FC. S'est incliné à domicile face au Cavalier FC sur le score spectaculaire de 4 buts à 3. De son côté, l'Apso FC a été tenu en échec par les Dragons FC. 1 but partout. L'Otopopo FC a dominé l'AS Cotonou FC 2 buts à 0, tandis que Dadje FC a chuté face à Bani Gansé FC sur le score de 2 buts à 1. À noter également la victoire d'Espoir Savalou FC face à la JSP FC 1 but à 0. Le choc entre Coton FC et l'USS Kraké FC a tourné à l'avantage de l'USS Kraké qui s'impose 2 buts à 1. Enfin, la rencontre entre Dynamo Dabomey FC et Sobemap FC a été interrompue en raison de la pluie. Mesdames et messieurs, et voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à tous et chacun.